Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième grande soirée de débat sur notre antenne. Deux villes sont à l'honneur ce soir, un débat d'1 heure organisé en collaboration avec Ouest France. Alençon donc dans le département de l'Orne et Saint-Lô pour commencer dans la Manche. À mes côtés pour cette première partie, pour cette première demi-heure, Cyril Calmetz, bonsoir. Bonsoir Franck. Vous êtes le responsable du bureau de Ouest France à Saint-Lô. Quels sont les enjeux sur cette ville de Saint-Lô ? Alors tout d'abord, on va vivre un scrutin inédit et très indécis, parce que c'est la première fois que la capitale de la Manche a 6 listes sur la ligne de départ pour une élection municipale. Plusieurs thématiques se sont imposées lors de cette campagne, comme le stationnement dans le centre-ville, l'évolution de la place centrale en face de la mairie, la santé, la sécurité. Et de tout ça, nous allons parler justement avec les candidats qui sont sur ce plateau que je vous présente. Emmanuelle Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante, classée divers centres. Vous briguez un 2e mandat. Face à vous, Sébastien Margoteau, bonsoir. Bonsoir. Vous menez une liste d'Union de la gauche. Et puis Cyril, d'autres candidats avec Oui, nous. bonsoir Monsieur Villeroy. C'est votre deuxième campagne sous votre nom. Vous menez une liste divers droite. Monsieur Houssin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été estampillé extrême droite par la préfecture de la Manche et vous menez une liste de 33 colistiers comme vos concurrents. Bonsoir Monsieur Briou. Bonsoir. Vous menez une liste divers droite également. C'est ça. Vous êtes encarté au parti Les Centristes, le parti du président de région Hervé Morin. Et puis dans un souci, bonsoir à tous les 5, dans un souci d'équité et pour respecter les règles de l'ARCOM, nous entendrons également Fabien Legast, candidat de la liste Saint-Lô Commune Citoyenne. Avant de vous laisser la parole, on a parlé des enjeux il y a un instant avec Cyril. On va voir le portrait de cette ville de Saint-Lô pour ceux qui ne la connaissent pas. On va tout cela avec Kawa Jinsing. Ville-préfecture, Saint-Lô est souvent surnommée la capitale du cheval. Elle compte 19 500 habitants, un chiffre légèrement en hausse depuis quelques années. La maire sortante, Emmanuelle Lejeune. Élue avec 43,6% lors d'une triangulaire municipale de 2020, elle se présentait sous aucune étiquette. Côté emploi, le conseil départemental de la Manche est le principal employeur avec 1000 agents. Le bassin d'emploi de Saint-Lô est aussi porté par l'industrie, comme l'entreprise Le Capitaine, leader européen de la carrosserie frigorifique. Le centre hospitalier génère également de nombreux emplois, tout comme le secteur du cheval avec son haras national. À Saint-Lô, le taux de chômage est faible, il est de 5,3%. Côté finances, la ville affiche un budget de 27 millions d'euros, les investissements sont de 7,9 millions d'euros, la dette de 16 millions d'euros. À ce jour, parmi les principaux enjeux de Saint-Lô, la santé, la mobilité, l'attractivité, l'aménagement des bords de Vire. Une des priorités majeures également, la sécurité. Et on va en parler dans quelques instants. Emmanuelle Lejeune, je le disais, vous briguez un 2e mandat. On vient de voir un peu les temps forts, les thèmes qui seront abordés durant cette campagne. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Alors écoutez, effectivement, vous l'avez dit, le nombre d'habitants a augmenté ces dernières années, ce qui montre une dynamique. Une dynamique par rapport au rayonnement de la ville, puisque nous avons des grands événements aujourd'hui qui sont très bien identifiés, à partir des fêtes de la musique, à partir du passage de la flamme olympique, qui a beaucoup fédéré, et des commémorations du 80e anniversaire de la Libération, mais aussi beaucoup de projets qui sont sortis de terre. Le skatepark. Donc tout va bien. Écoutez, un skatepark qui a été ça. réalisé, 2 écoles qui ont été réhabilitées. Il y a aussi une place. Alors on ne va pas faire tout le bilan parce qu'on va y passer une demi-heure, on va laisser un petit peu de temps par toute l'équipe municipale sortante. À vos adversaires, Sébastien Margoteau, quand vous entendez justement Emmanuelle Lejeune dire tout va bien, on a fait beaucoup de choses, est-ce que vous partagez cet avis ? Non. Voilà, pour résumer, non, je ne partage pas l'avis de Madame la maire sortante. Dans la situation actuelle, on a des vraies problématiques auxquelles il faut remédier. Et une de ces principales problématiques, qui est notre priorité numéro 1, c'est la santé. Nous avons 3500 personnes sans médecin traitant à Saint-Lô actuellement. Monsieur Villeroy, quelle vision vous portez sur ce bilan ?
j'ai envie de dire en demi-teinte, parce qu'on a deux époques. On a l'époque du programme de 2020, où on avait dedans la Cité de la Terre, entre autres, mais un certain nombre d'éléments dans ce programme, et qui n'ont jamais vu le jour. Et à côté de ça, des réalisations dans le mandat, l'aménagement de la place de Gaulle, par exemple, qui n'était pas du tout prévu, qui a quand même coûté 10 millions, l'augmentation des impôts, enfin un certain nombre d'éléments dans le mandat qui n'ont pas correspondu à ce qui avait été promis et proposé en 2020. Alors Philippe Briou, également, rapidement, pour qu'on passe justement au dossier qui nous intéresse. Très rapidement, c'est surtout un centre-ville qui a souffert pendant 2 ans avec beaucoup de travaux et qui a laissé des stigmates importantes, notamment auprès du commerce local. Monsieur Houssin ? Pareil, même constat, hein, il n'y a aucun problème, un commerce qui décline, peu de places de stationnement, une place très minérale. Il fallait faire quelque chose, mais voilà, c'est des choix aussi dont a hérité aussi Madame Lejeune, mais peut-être il aurait fallu faire autrement. Alors, est-ce qu'il faut faire autrement ou pas ? Qu'en pensent les habitants, justement ? Eh bien, on va les écouter. Est-ce que vous avez l'impression que Saint-Lô est une ville attractive, dynamique ? Non, c'est mort. Pas du tout, C'est mort, il y a c'est mort. strictement rien. Ah oui, c'est mort. Saint-Lô est une ville morte. Mais pourquoi ? Vous voyez quelque chose, vous ? Il n'y a rien pour attirer. Non, elle est morte. C'est une ville morte. Il y a les remparts, il y a les... Non, c'est une ville Oui, très c'est attractive, moi. une ville sympa. On marche beaucoup, il y a plein de bonnes balades à faire dans Saint-Lô. On reste la préfecture et donc on a quand même des gens qui viennent tous les jours au moins pour travailler et donc forcément ça fait aussi du trafic à certains moments en ville. Mais n'empêche que je pense qu'on manque d'attractivité au quotidien. On le voit, hein, je pense que vous pouvez regarder, il n'y a pas des milliers de gens qui se baladent dans la rue. On a quand même des moments où on a les rues qui sont quasiment vides et ça c'est vrai que pour les commerçants c'est difficile. C'est difficile pour les commerçants, c'est difficile pour certains habitants qu'on a entendus avec cette réflexion des habitants qui disaient c'est une ville morte. Ça fait mal d'entendre ça, Madame Lejeune. En tout cas, c'est tout le sens des derniers aménagements, c'est-à-dire qu'aménager une rue piétonne avec des jeux d'enfants et réhabiliter toutes les aires de jeu dans la ville, je crois que ça n'en fait pas une ville morte, ça en fait une ville qui permet aux familles de s'installer. Et justement, cette place, l'objectif, c'est qu'elle soit rassembleuse. La place, elle est ouverte à tous pour créer des animations si les associations le souhaitent. Et le marché, évidemment, qui a retrouvé toute son attractivité et qui permet à beaucoup de visiteurs et d'habitants de le fréquenter. C'est une place qui se trouve en plein centre de la ville. Pour ceux qui ne sont pas à Saint-Lô, c'est la place de l'Hôtel des Villes. Qui a été le projet majeur de votre mandat, Madame Lejeune ? Qui a été un des projets, effectivement, du mandat. Effectivement, qui a une histoire. Je ne vais pas la reprendre là, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, je crois qu'il faut se projeter. Les propos du passé ne m'intéressent pas. C'est la projection que je fais à partir de ce bel équipement qui a vu le jour à Saint-Lô. Alors, que proposez-vous, justement ? On va écouter... pour rendre cette ville attractive. Elle gagne des habitants, c'est vrai, 350 habitants lors du dernier recensement. Mais malgré tout, on entend aussi il n'y a pas de place pour les jeunes, c'est une ville qui vieillit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Puis qu'est-ce que vous proposez surtout ? Laurent Houssin. On est vraiment en concurrence face à des territoires comme Granville-Terre-et-Mer, comme Coutances-Mer-et-Bocage, Bayeux-Intercom, et il n'y a pas beaucoup d'activités à Saint-Lô, donc il faut redonner du dynamisme au centre-ville. Nos parkings, nos business, ça a tué le commerce, mais il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient organisées à Saint-Lô, que l'on ait des fêtes, que l'on ait une attractivité à ce niveau-là, sinon les gens ne viendront pas face à la concurrence. Villeroy, je vous vois hocher de la tête là. Oui, alors, je dirais, on est un peu partagé. C'est vrai qu'un certain nombre de Saint-Lois considèrent que la ville est morte, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est faux. Ils ont tendance à comparer avec Rennes et Caen, ce qui n'est pas forcément la bonne image. Bien sûr, des choses sont perfectibles. Ce que j'ai proposé, c'est de faire une animation chaque dimanche après-midi, puisqu'on en a un certain nombre d'années, les prolonger, essayer d'avoir une chaque dimanche après-midi. Mais également, vous parlez des jeunes tout à l'heure, un local pour les jeunes, ce que vous avez proposé il y a 6 ans, mais là, le faire réellement, on a regardé comment le faire avec une association de jeunes. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un lieu pour les jeunes, tout à fait. Monsieur Margotto, comment voyez l'évolution de cette place centrale à Saint-Lô et au-delà ? Alors la place centrale, elle a été coûteuse et à l'heure actuelle, les Saint-Loises et les Saint-Lois ne s'y retrouvent pas. Pour parler de cette ville qui est un chef-lieu de préfecture, il faut aussi parler de ses associations et du volet culturel dans la ville. Et à ce niveau-là, il faut bien évidemment déployer beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de moyens pour soutenir, protéger et développer la culture sur notre territoire. On a plus de 140 associations, on a un tissu administratif et associatif qui est très fort. Et à ce niveau-là, pour que la ville
bouge, il faut donner les moyens aux associations d'organiser des activités culturelles et d'autres types sur le territoire. Philippe Brioux, vous trouvez aussi, vous qui connaissez bien cette ville de Saint-Lô, trouvez justement qu'il faut la moderniser, la dépoussiérer peut-être? Alors la moderniser, je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'effectivement la place est neuve, donc on ne va pas la refaire maintenant. C'est bien évident. Uniquement la place, on ne va pas passer une demi-heure sur la place, mais sur l'image de la ville. Sur l'image de la ville, encore une fois, je pense qu'il y a quand même une question de stationnement qui se pose aujourd'hui, parce que Saint-Lô, c'est une ville qui, avant tout, est une ville centre d'un espace rural. Ça veut dire que les gens viennent à Saint-Lô en voiture. Et je pense que la réorganisation telle qu'elle a été faite, elle a été vue de manière très, très dogmatique. Et puis un dernier mot sur Saint-Lô, il y a aussi, il n'y a pas que le centre-ville, et notamment nous avons aussi la question de certains quartiers, et le quartier de la Dolée qui, à mon sens, a été totalement oublié. Non, au sein. Oui, face à des territoires, où, notamment déjà sous les pommiers à Coutances, pas forcément sur les grandes villes, mais sur l'association Rocambay avec Papillon de Nuit, on a écran sonique, effectivement, avec le rendez-vous sonique, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça rique plus, il faut que ça bouge à Saint-Lô. Et Saint-Lô a cette ville, ce côté un petit peu mort qu'il faut réactiver, voilà. On redonne la ville à la place qu'elle mérite. Effectivement, je pense que c'est important d'insister sur la jeunesse, et vous avez raison. Et donc, quand on réalise un skatepark, quand on consolide et qu'on va transformer un campus qui va concerner presque 2000 étudiants, des alternants, des apprentis, quand on a toute cette possibilité associative, effectivement, qui va pouvoir s'inscrire avec une salle de musique actuelle rénovée et un patrimoine aussi qui va pouvoir... Vous avez réduit les subventions aux associations durant votre mandat, Madame le juge. Pas du tout, je n'ai pas réduit les subventions. Nous avons fait face à un certain nombre de crises, Monsieur Margotto. Vous avez réduit les subventions aux associations. Pas du tout. Nous avons maintenu l'aide aux associations sans problème, parce qu'on sait très bien que l'histoire de Saint-Lô est intimement reliée à l'histoire des associations saint-loises. Alors, pour rajeunir cette ville, s'il en est, encore faut-il avoir des logements dignes de ce nom, en quantité suffisante. Et là, Cyril, justement, c'est un peu ce qui coince. Saint-Lô est une ville de la reconstruction qui a commencé à être reconstruite en 1948. Et on sait bien que des familles ont du mal à se loger à Saint-Lô. Le parc de logement n'est pas toujours adapté. Comment on fait pour dynamiser le logement en centre-ville, Monsieur Brioux? Le logement en centre-ville, je pense que comment on fait, c'est de trouver des partenariats, notamment avec des partenaires privés également, mais aussi d'agir sur certains dispositifs qui existent de manière à faire en sorte qu'on puisse avoir un logement à Saint-Lô avec un pouvoir d'achat moyen. Monsieur Villeroy, je crois que dans votre programme, vous axez sur la propriété et l'accessibilité. Oui, tout à fait. Alors, l'accession sociale à la propriété, c'est un produit qui plaît beaucoup, c'est vrai. Ça permet aux familles de se fixer à Saint-Lô, d'avoir les enfants qui vont dans nos écoles. Et pendant 15 ans, elles ont la possibilité d'acquérir leur maison. Ça, c'est un premier élément. Il faut savoir qu'on a quand même, ça a été rappelé tout à l'heure, un taux de chômage de 5%, un petit peu plus de 5%. Or, si on a un taux de chômage faible, ça veut dire qu'on a des gens qui travaillent, des ouvriers, des employés, des salariés. Et toute cette population peine à s'installer, à habiter à Saint-Lô. Il faut absolument réaliser des logements adaptés à cette population de petite taille et à un coût modeste. Sébastien Margotto, on finance ces logements sociaux sur le compte de la ville, ou est-ce qu'on passe des partenariats avec le privé? Tous les outils doivent être activés à l'heure actuelle, puisqu'on a une vraie problématique en matière de tension sur le logement, que ce soit dans le parc social, dans le parc locatif, dans le parc privé. On a des problèmes partout, on a des besoins qui augmentent à l'heure actuelle, on a des besoins qui vont aussi augmenter sur une trajectoire moyen-long terme. Et à l'heure actuelle, il faut tout utiliser comme moyen, c'est-à-dire que la ville porte elle-même notamment des viabilisations de terrain dans le cadre de lotissement. Il faut aussi porter un projet au niveau départemental, notamment, par exemple, avec des outils innovants comme les offices fonciers solidaires qui permettent de construire des logements et que le prix soit réduit de 25 à 40% par rapport au prix d'un logement classique et habituel à l'heure actuelle. Alors, un des dossiers que vous aurez à gérer demain si vous êtes élu ou réélu maire de Saint-Lô, c'est l'aménagement des bords de vire. C'est un serpent de mer, on en entend parler tous les jours, c'est la chronique dans la presse. Certains craignent tout simplement qu'il y ait à terme, je ne sais pas si on peut le dire, mais plus d'eau dans la rivière, c'est ça? Il faut rappeler mais que peut faire le maire? Ça, c'est une question. Et puis, quel est votre projet d'aménagement de ces bords de vire? Philippe Brioux.
Alors, le projet d'aménagement des bords de Vire, pour nous, c'est de revaloriser le côté du déversoir et les deux îles, Moselman et le Broussois, mais surtout de maintenir le niveau d'eau, parce qu'en fait, il me semble qu'il n'y ait pas suffisamment de certitude scientifique pour arriver à prendre cette décision qui pourrait être irréversible d'arraser le barrage. Mais ça, c'est une question environnementale, quelque part. Est-ce que le maire peut quelque chose? Il y a la question de l'aménagement de ces bords de Vire aussi. Alors, c'est une question environnementale, mais c'est aussi une question d'attractivité de la ville. C'est attractif pour une ville d'avoir un fleuve, et notamment dans la situation actuelle. Et on craint quand même que, effectivement, si le niveau d'eau est très, très abaissé, ben, cette attractivité disparaisse. Rapidement, on fait le tour de table et puis on va passer à un autre thème, à savoir la santé. Qu'est-ce qu'on fait sur ces bords de Vire? Philippe Villeroy. Déjà, dans un premier temps, il est hors de question. En deux mots, hors de question de détruire quoi que ce soit des équipements historiques. La Vire n'est plus navigable depuis 1926 et à aucun moment celle-ci n'a souffert du fait de ne plus être navigable. Maintenons le cours d'eau et maintenons les équipements actuels. D'accord. Alors, rapidement, Lance, je vous laisse la parole parce que je sais que c'est un dossier chaud sur Saint-Lô. Il y a pas si longtemps, il y a une gabarre qui naviguait sur la Vire. Il y a des pédalos qui naviguaient sur la Vire. C'est une attractivité. Voilà, je constate que le rasement des barrages de Candeul ont malheureusement nécessité après de mettre des bâtards d'eau pour capter l'eau potable. Et ça, il faut faire attention. Mais ça, j'entends le diagnostic, mais j'entends pas les propositions. Un parc aventure au niveau des îles Broussois et Moselman pour que les jeunes puissent s'amuser. Il faut de l'activité, de l'attractivité. Alors, des études sont en cours et le but ultime de ce projet, c'est quand même de favoriser la biodiversité et la circulation des espèces de poissons. Oui, Monsieur Margotto. Au niveau de la situation, on parle de restauration de la continuité écologique de la Vire. Et effectivement, il y a des études qui sont en cours, il y a des études et en lien avec un certain nombre de partenaires. Il faut qu'on soit dans cette logique d'avoir tous les éléments en main et probablement d'envisager une solution intermédiaire qui permettrait de favoriser tous les usages de la Vire et des bords de Vire. On va évoquer à présent un dossier qui préoccupe les habitants, c'est celui de la santé. Comment se faire soigner justement dans cette ville? On manque de médecins, il y a aussi la question de comment on structure cet hôpital, avec quel médecin, quelle spécialité. Il y a de l'argent qui a été mis pour permettre à l'hôpital mémorial d'être renforcé. Mais la solution, est-ce qu'elle passe demain par un pôle de santé avec des médecins salariés? Clairement, oui. Nous proposons de salarier des médecins qui n'ont pas forcément... Pour les comptes de la ville? Oui. Clairement, donc ils sont remboursés par le versement des honoraires, quelque chose qui fonctionne très bien en Sud-Manche. G-Sur-20, Isinibua, RSI à le faire, donc on peut le faire à la marge pour un certain nombre de médecins, parce qu'il en manque réellement. Oui. Et avant de construire un nouveau centre de santé, peut-être plutôt un bâtiment multifonction, comme Madame Lejeune a proposé en 2020, qui pourrait permettre aussi d'accueillir une crèche. Ces médecins, et combien ça coûte? Entre 2 millions et 2,5 millions en fonction de la taille du bâtiment. Mais voilà, on ne pourra pas de toute façon, il faut que le territoire soit attractif. C'est bien que M. Houssin... Emmanuel Lejeune, sur cette question, justement. La question de la santé, tous les acteurs sont importants. C'est un travail de coordination. Et à la charge de la commune, d'abord, c'est la santé, c'est l'aménagement du territoire, c'est aussi la santé dans l'assiette des enfants. Mais c'est aussi effectivement de partir du déjà là. Nous avons un hôpital historique, structurant, reconnu. À partir de cet hôpital, il y a la présence de spécialistes qui travaillent en parfaite coordination avec les médecins. Mais il faut les faire venir, les spécialistes. Aujourd'hui, proposer donc un centre municipal de santé, c'est simplement expliquer aux Saint-Lois qu'en plus de l'hôpital mémorial, en plus de l'hôpital privé et en plus de l'hôpital du Mont-Sauveur qui se charge de la santé mentale, c'est d'accepter qu'effectivement, il y aura un investissement de 2 millions d'euros. Et le fonctionnement, Monsieur Margotto, je pense qu'il faut le dire aux Saint-Lois. Moi, j'ai estimé entre 400 et 500 000 euros au minimum pour faire fonctionner cet établissement par an. Est-ce que, si vous faites ce choix-là, quel est dans le budget de fonctionnement ce que vous allez retirer au profit de ce choix ? J'aimerais vous entendre, et surtout les Saint-Lois. Alors c'est très intéressant ce que vous me dites, Madame Lejeune, et pour nous, c'est une priorité centrale d'intégrer un centre municipal de santé avec médecins salariés dans la dynamique de la santé sur notre territoire. Est-ce que ça ne va pas faire la question Combien coûte un médecin salarié ? Parlons des montants, parce qu'effectivement, nous avons eu le chiffre des investissements dans le cadre d'une construction brute. N'oublions pas que nous avons aussi la possibilité d'avoir des subventions. Au niveau de l'investissement hors subvention, on est à 1,5-2 millions d'euros.
Vous êtes d'accord avec sur Laurent l'investissement. sur le Oui, chiffre c'est plutôt M. Houssin Ok. qui récupère mes chiffres, mais ça c'est un autre sujet. Au niveau de la situation, Sur le programme, monsieur on Barbosa. est sur un besoin qui a besoin d'être résolu, et on est sur des subventions qui effectivement permettent de porter ça. Au niveau du fonctionnement, Madame Lejeune, je vous réponds. Les Saint-Loises et les Saint-Lois, ils ont besoin de cette santé. Et au niveau des coûts, Madame Lejeune, laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. Madame Lejeune, les coûts, ils sont très clairs. Il y a un investissement sur les 1 à 2 ans dans les 2 premières années de la mise en place du centre de santé, et ensuite le centre de santé municipal avec des médecins salariés, il s'équilibre, Madame Lejeune. Écoutez, moi je me fais le relais des habitants qui sont inquiets des déficits que l'on... et par les recettes de la sécurité sociale, Je me fais le relais des habitants qui sont inquiets du déficit que l'on voit dans d'autres communes qui ont fait ce choix. On ne vous mettra pas d'accord sur cette question-là. On va continuer à défiler les thématiques de cette campagne, avec notamment la question de la sécurité. Après cette fusillade qui a éclaté en octobre dernier dans le quartier du Val-Saint-Jean, sommes-nous en insécurité sur Saint-Lô? Écoutez les réactions des habitants. Tout le monde le dit, de toute façon, dès qu'on sort, il y en a eu qui ont eu des agressions, vol de sac, tout ça à l'arraché. On a un terrain de foot près de chez nous, là où je mets mes chiennes habituellement, et il y a beaucoup de dealers, il y a beaucoup de trafic et tout ça, donc on n'ose plus y aller, quoi. Niveau sécurité, c'est pas terrible. Je me sens pas particulièrement d'insécurité dans mon commerce, même en hiver quand il fait nuit plus tôt. Après, je comprends le sentiment parce que Saint-Lô a été une ville très calme pendant très longtemps et donc forcément, dès qu'il y a un peu plus, ça fait monter le sentiment. Il ne nous est jamais rien arrivé ni à l'un ni à l'autre, mais bon... À l'heure d'aujourd'hui, on parle de mettre des caméras. Oui, moi je pense que c'est la première chose à faire à Saint-Lô. Quel que soit celui qui va passer à la mairie, il faut qu'il le fasse. Il faut mettre des caméras. Alors, je précise qu'il n'y en a pas pour l'instant. Non. À Saint-Lô, que c'est en réflexion, qu'il y a une étude qui a été lancée et que certains de vous veulent justement mettre pas mal de caméras pour surveiller la ville. La question, c'est, au regard de ce qui s'est passé au mois d'octobre dernier, cette fusillade dans le quartier du Val-Saint-Jean, je le rappelle, au cours de laquelle 4 personnes ont été interpellées, une personne a été grièvement blessée, est-ce que Saint-Lô a changé de visage, Philippe Briou, et est-ce qu'il est urgent d'agir? Alors, ce qui est certain, c'est que Saint-Lô était une ville calme, mais qu'il y a aujourd'hui, il est constaté une insécurité montante. C'est indéniable lorsque vous discutez avec les commerçants, avec les Saint-Lois, il y a une insécurité montante et notamment votre reportage le prouve bien. Donc il y a bien un problème. J'ai vu des commerçants qui me disaient dernièrement, qui me confiaient que lorsqu'ils ferment leur commerce, ils s'arrangent à 2 ou à 3 pour fermer en même temps. Donc il y a un sentiment d'insécurité qui est incontestable et il y a une insécurité montante. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De notre part, on a 2 dispositifs, alors assez classiques, on a tous un peu les mêmes, j'ai envie de vous dire, sur cette question-là. Mais bien sûr, le dispositif caméra, avec une trentaine de caméras de protection pour un crédit qu'on a estimé à 250 000 euros, puisqu'une caméra, c'est entre 7 500 et 12 000 euros, une bonne caméra. Et puis, la police municipale, bien évidemment, qu'il faut renforcer. Le constat est qu'à Saint-Lô, il n'y a pas eu de renfort de la police municipale pendant presque 6 ans, j'ai envie de dire, parce que juste un renfort de la police municipale, décidé au dernier conseil, il a fallu attendre le 50e conseil du mandat pour que la police soit renforcée avec la création de 2 équivalents temps plein. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup dans vos propositions, renforcement de la police municipale, installation de caméras. Monsieur Villeroy, quelles sont vos propositions dans ce domaine? C'est vrai qu'il y a une certaine insécurité, mais qui existait déjà. En 2020, nous avions proposé l'implantation de caméras de surveillance. Bien sûr, la municipalité actuelle n'a pas trouvé ça pertinent. Mais néanmoins, je pense qu'il faut implanter des caméras sur l'ensemble de la ville, au même niveau que les autres villes de France, bien sûr. La police municipale doit être renforcée. La municipalité actuelle a voté récemment 2 policiers supplémentaires. Je pense que c'est insuffisant. Il faut augmenter l'effectif. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous voulez aller jusqu'à 60 caméras dans le monde? Voilà, 60 caméras. Alors, on ne l'a pas inventé, le chiffre. 60 caméras, on a pris un certain nombre de villes en France, on a fait un ratio de toutes ces villes, et on arrive à Saint-Lô à 60. Il n'y aura pas 60 caméras la première année, certes. L'idée, c'est commencer par 10. Bien sûr, on fera attention au budget, comme on l'a toujours fait. Et 10 caméras par an sont suffisantes. Et pour quel résultat? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous pensez que ça va permettre de limiter le nombre de cambriolages, les incivilités? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, alors c'est vrai qu'au début, c'était principalement les cambriolages. Et c'est vrai que les caméras étaient placées pour du cambriolage. Maintenant, le problème que l'on a, c'est l'insécurité, je dirais, physique, l'attaque aux personnes. Et je pense que les caméras vont permettre d'enregistrer un certain nombre de malfrats, il faut le dire les choses, pour les arrêter.
Sébastien Largotto, votre proposition, vous ? Remettons les choses dans le contexte. La ville de Saint-Lô, comme le reste du territoire national, subit des augmentations, notamment de faits de trafic et de faits de vol sans violence, mais on est très en deçà de la moyenne nationale ou de la médiane nationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons de l'humain, et le renforcement de la police municipale va dans ce sens, mais il faut aussi parler, et je pense qu'on n'en parle pas, et pas assez, de prévention. Il faut de la prévention sur le terrain pour effectivement gérer cette situation. Laurent Rossin, qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors effectivement, donc on propose de mutualiser les effectifs de la police municipale avec Agneaux et Saint-Georges-Mont-Coq, parce que ça ne s'arrête pas au Pont-Route ou dans les cités à côté. Donc ce serait bien d'avoir même une douzaine de policiers municipaux. Ça va être un coût qu'il va falloir financer. Et la vraie problématique, c'est que 2021, un meurtre à la Dolée, 2023, un meurtre, 2025, un meurtre. Tous les 2 ans, il y a un meurtre. Ouais. Le trafic de drogue... Cela dit, Saint-Lô et le département de la Manche, je me fais un peu l'avocat du diable, est plutôt ce département, un département sûr. De plus sûr. Oui, mais quand vous avez un tout petit peu de calme et quand il commence à avoir des gens qui trafiquent dans la rue, les tags à 70 € le gramme de cocaïne, ça devient insupportable. Et il faut Est-ce que vous, en tant que maire, vous pourriez faire quelque chose contre ces trafics ? En tant que maire ? Oui. Oui, avec la police municipale, une police municipale armée, en complément de la police nationale qui est largement sous-dotée. Il manque 20% des effectifs parce qu'il y a régulièrement des gens qui sont en arrêt maladie. Et l'effectif idéal serait encore d'avoir une trentaine de policiers nationaux en plus par rapport à ceux qui sont habituellement. Alors, vous avez entendu sur les questions de santé, de sécurité. Moi, je voudrais juste simplement dire que faut-il faire front avec tous les leviers qui sont possibles. Les effectifs de la police municipale, en convention avec la police nationale, la vidéoprotection pour rassurer, et évidemment tous les dispositifs qui permettent d'être au plus proche des habitants, ce que nous faisons déjà et que nous continuerons à faire, puisque ce que nous voulons faire, c'est faire front. Alors, je me permets juste de préciser. Rapidement. Ouais, très rapidement. Je me permets juste de préciser que ces 2 mesures, notamment la police municipale et la vidéoprotection, n'est pas chiffrée dans votre budget 2026. Et c'est bien sûr que c'est chiffré parce qu'on a voté un budget équilibré. Je vous ai apporté la preuve l'autre jour. Je rassure les Saint-Lois, tout est chiffré, tout est anticipé, le budget est sous maîtrise. On ira voir effectivement dans les écrits du conseil municipal. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Effectivement, ce qui a été décidé. Quelles sont les propositions de Fabien Legast ? C'est un des candidats justement en lice pour ce premier tour. Je vous propose de l'écouter. J'ai été désigné par le collectif Saint-Lô Communauté Citoyenne comme personne qui va porter le projet de la liste citoyenne et participative au municipal de 2026 pour Saint-Lô. Donc la création du collectif est due à un problème de confiance aujourd'hui avec les habitants envers les élus, un problème d'écoute aussi. Et la démocratie locale, ça ne s'applique pas une fois tous les 6 ans quand on va voter. Pour la santé, ça va être une grande concertation citoyenne. On va réunir les experts du privé, de la santé, du public, les médecins, les spécialistes pour trouver les meilleures solutions. Pour nous, la sécurité, ça ne se décide pas entre élus et quelques cabinets d'études. On comprend le souci des commerçants, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cambriolage actuellement sur Saint-Lô. Mais la vidéosurveillance, ça a un coût, ça a une contrainte aussi réglementaire et législative. Donc pour nous, ce n'est pas aux élus de choisir, ça va être aux citoyens et pas seulement les commerçants aussi d'imposer ce système de vidéosurveillance. Nos ambitions, la première, c'était d'être présent au premier tour. Ça, c'est bon, c'est acté. Maintenant, c'est d'être présent au second tour, donc de faire plus de 10% et de pouvoir avoir un débat politique différent de ce qui se passe traditionnellement sur Saint-Lô, quoi. Voilà, il y a donc 6 candidats en lice sur cette commune de Saint-Lô pour ce premier tour des élections municipales. On les découvre à l'écran. On arrive au dernier propos, à la conclusion de cette émission. Philippe Villeroy, si vous avez un mot à dire aux habitants. Moi, je souhaite que les Saint-Lois soient reçus à la mairie comme ce n'est plus le cas. Ils doivent être écoutés, entendus, on doit répondre à leurs courriers et je souhaite que l'élu de permanence les reçoive chaque samedi matin. Ça me semble légitime. Alors, il y a eu un tirage au sort, donc on continue. C'est à Emmanuelle Lejeune. Je resterai une maire engagée avec toute mon équipe autour de moi pour faire avancer des projets à l'écoute des sujets qui n'ont pas été évoqués et auxquels je crois beaucoup, les questions d'éducation, de jeunesse, les questions d'avenir, car je fais confiance en la jeunesse et je veux que Saint-Lô soit la ville de la confiance et d'avoir une attention très particulière pour nos enfants et nos jeunes et nos personnes qui vieillissent. Laurent Rossin, c'est à vous.
Je serai un maire proche des Saint-Lois qui sera à portée de serrage de main pour boire un verre, pour discuter, pour parler des problèmes. Un élu de terrain présent et qui pourra être toujours disponible pour tous les Saint-Lois. Philippe Briou, c'est à vous. Alors moi, je serai le maire de la proximité, comme je l'ai indiqué depuis le début. C'est un peu la ligne de conduite de ma liste. Maire de la proximité pour tous les Saint-Lois et je ne serai surtout pas le maire seulement des 6 derniers mois. Et au contact des habitants, vous avez un petit peu de temps de retard. Alors, quelques secondes encore après. Au contact des habitants, donc on a prévu dans notre programme notamment une permanence tous les samedis matins pour recevoir les Saint-Lois, sans rendez-vous. Et puis aussi le fait que les 8 maires adjoints, en dehors de la première adjointe, les 8 premiers maires adjoints, seront dédiés à la proximité et seront en contact direct via un numéro vert avec les Saint-Lois. Et Sébastien Margodeau, pour finir. Le maire du changement. Voilà, moi je souhaite être le maire du changement, porter des évolutions sur le territoire, du soutien aussi aux personnes en difficulté, aux personnes précaires, une pensée, vraiment une réflexion autour de l'inclusion et de l'accessibilité de Saint-Lô. Eh bien, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce premier débat, à cette première demi-heure. Je vais vous demander de laisser votre place et puis on va accueillir maintenant les candidats sur la commune d'Alençon. On va leur demander de s'installer, allez-y, tout ça se fait en direct évidemment et me rejoint justement pour cette partie débat consacrée à Alençon. Delphine Lenormand, bonsoir Delphine. Bonsoir. Responsable du bureau Ouest France d'Alençon. Allez, les candidats s'installent. Quels sont les enjeux sur cette ville ? Alors, pour la première fois, à Alençon, on a 6 listes sur la ligne de départ de ces municipales, avec, pour la première fois aussi, une liste du Rassemblement national. Les enjeux à Alençon, c'est une ville moyenne, donc les gens, ils ont envie de quoi ? De se soigner, de ce qu'on entend, d'avoir du travail, de pouvoir se loger, de se sentir en sécurité. Et puis, il y a aussi la problématique de cette jeunesse qu'il va falloir garder sur le territoire d'Alençon. Et nous allons parler de tout cela avec les candidats qui nous ont rejoints. Alain Galleran, bonsoir. Vous êtes dans la continuité du maire sortant. On vous présente divers gauche. Vous briguez la succession de Joachim Peuillot, qui ne se représente pas, je le précise. Face à vous, Sophie Douvry, bonsoir. Bonsoir, je m'installe mieux. Voilà. Voilà, allez-y, prenez Merci. Vos aises. Tout le monde est bien calé pour cette demi-heure. Vous étiez déjà candidate en 2020, vous étiez arrivé 2e. Et avec nous également Johnny Lafrené. Bonsoir. Bonsoir. Vous menez une liste d'union de la gauche. Et puis 2 autres candidats. Et puis nous avons aussi Oscar Piloquet qui mène la liste du Rassemblement national et Olivier Toussaint qui était déjà candidat en 2020. Vous êtes sans étiquette, mais vous avez en colistière Madame Chaplotte qui est encartée Renaissance. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir à tous les 5. Et puis, conformément aux règles de l'ARCOM et dans un souci d'équité, nous entendons également les propositions de Michel Génois, candidat sans étiquette, actuel maire de La Roche-Mabille, village de 170 habitants à côté d'Alençon. La succession donc est ouverte puisque Joachim Peuillot, je vous le disais, ne se représente pas. On va mieux comprendre les enjeux sur cette commune d'Alençon avec Kanwa Jinsing. Capitale de l'Orne, Alençon est la ville la plus peuplée du département, avec ses 25 500 habitants. Le maire sortant, Joachim Peuillot. Élu avec 42,9% des suffrages lors d'une quadrangulaire en 2020 sous l'étiquette divers gauche, il ne se représente pas. Côté emploi, l'hôpital intercommunal d'Alençon-Mamers est le principal employeur avec 1700 salariés. Le bassin d'emploi de la commune est aussi porté par l'industrie de la plasturgie et le secteur de l'agroalimentaire. Notons également que l'un des joyaux de la ville est la dentelle au point d'Alençon. Ce savoir-faire est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le taux de chômage est de 7,4%, un chiffre en progression. Côté finances, la ville affiche un budget de 34 millions d'euros. Les investissements sont de 7 millions d'euros, idem pour la dette. À ce jour, les principaux enjeux à Alençon, la santé, le commerce, l'attractivité. Autre sujet majeur, la sécurité, avec le volet du narcotrafic et la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, située à proximité. Voilà, on comprend bien les enjeux sur cette ville d'Alençon. Avant de vous laisser la parole et d'évoquer vos propositions pour la ville, j'aimerais rapidement, si vous le voulez bien, revenir sur un épisode qu'on a suivi, nous,
médias sur notre antenne, sur France 3 et dans les colonnes de Ouest France. C'est au sujet de votre inscription sur les listes électorales. Pardonnez-moi de vous poser cette question, Alain Galleran. Vous avez été mise en cause, en fait, par Sophie Douvry. Qu'en est-il réellement ? Je suis inscrit sur les listes électorales. La justice a tranché. Il y a eu 2 recours. Les 2 recours m'ont été favorables, dont acte. Voilà. Je trouve ça quelque peu navrant, quelque peu désolant, quelque peu, je dirais, consternant, parfois presque. Sophie Douvry ? Alors oui, tout à fait. La justice a tranché sur la forme et non pas sur le fond. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des raisons de s'inscrire sur les listes électorales. Donc voilà, après, ça n'était pas une attaque personnelle, c'est une question d'exemplarité des élus. Il y a le droit qui est là, donc voilà. Eh bien, on n'en fera pas plus dans ce débat parce que les Alençonnais attendent des propositions. Le droit répondu. Quel regard, justement, ces habitants portent-ils sur leur ville ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de vos propositions ? Que faut-il changer, selon eux ? Écoutez ces réactions. Plus personne ne veut s'installer, les loyers sont trop élevés, même avec les aides. Et moi-même, en tant que libraire, j'aimerais retrouver un local en centre-ville. Je peux pas. Ça périclite et puis on sent bien que le malaise. Donc à partir de là, ce qu'il faudrait faire, c'est améliorer justement déjà l'attractivité du centre-ville. Le stationnement aussi un petit peu, parce qu'ils sont quand même toujours un petit peu sur nous et c'est un peu pénible de pouvoir se garer dans le centre-ville. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à accompagner et vraiment à soutenir du coup les créateurs d'entreprises ou les créateurs de projets, les associations et les gens du territoire qui, pour moi, c'est vraiment le lien social et les gens qui ont envie d'être ensemble qui font que les villes peuvent exister pleinement, quoi. Voilà, c'est pas une ville dorée, hein, si on écoute les réactions de ses habitants. Alençon qui a perdu 3000 habitants en l'espace de 20 ans, et puis ça continue chaque année. Que fait-on justement, Delphine ? C'est un sujet qui revient souvent, l'attractivité de la ville. Oui, nous on a compté les pas de porte dans les 2 rues commerçantes principales, les pas de porte vides, il y en a plus de 40. Et puis il y a cette question des jeunes qui disent comment est-ce qu'on reste, comment est-ce qu'on nous garde à Alençon ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette jeunesse qui a envie de rester mais qui parfois n'a pas l'opportunité, Madame Douvry ? Alors, on commence par la partie commerce peut-être et jeunesse après ou Non, mais sur l'image de la ville. Sur l'image de la ville. Alors, sur l'image de la ville, on est d'accord. On a un patrimoine magnifique, on a une ville, une qualité de vie au départ qui sont très bonnes. Sauf qu'on voit bien que la ville s'essouffle. Et il y a besoin de redynamiser cette ville qui effectivement connaît des épisodes d'insécurité, qui voit les commerces qui sont en train de se fermer les uns après les autres. Donc effectivement, le constat est le même. Il y a besoin d'une dynamique nouvelle. Ah ben évidemment. Bon. Sur quelle Sinon, je ne me présenterai pas. Concrètement, sur l'accompagnement du centre-ville, être facilitateur, créer plus de flux en centre-ville. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place dans ce centre. Alors, Oscar Piloquet. Je vous écoute sur ce sujet. Bien sûr, donc c'est pas seulement un constat, c'est aussi une situation de fait, le déclin, la dégradation du cadre de vie à Alençon. Il y a le palmarès des villes où il fait bon vivre, où nous sommes passés en l'espace du dernier mandat de 2020-2026 de la 215e place à la 430e sur 500. Donc il faut à partir de là agir. Nous, on a des propositions concrètes précisément pour redynamiser le cœur de ville. Une proposition. Bien sûr, créer une halle gourmande chaque vendredi soir à la Halle au Blé. Donc c'est un monument historique qu'il faut valoriser. Et ce lieu, il parlerait à la jeunesse, il parlerait aux familles. Et les Alençonnais s'y retrouveraient pour passer un moment convivial autour d'un repas, autour d'un verre. Et ce ne serait pas uniquement le lieu en lui-même, ça ferait travailler des restaurateurs locaux et ça permettrait également de retrouver de l'affluence en cœur de ville et dans les rues environnantes. Monsieur Lafrena, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, bon, déjà peut-être quand même préciser, puisqu'il y a déjà des chiffres qui sortent, qu'il en manque un, malheureusement, dans la présentation de la ville. L'image de la ville, c'est une chose, mais il y a aussi les réalités à Alençon. Il y a 28% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Pour le dire autrement, pour vos téléspectateurs et téléspectatrices, 1 personne sur 4 à Alençon vit sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est la réalité d'Alençon, et c'est là-dessus qu'une municipalité doit s'engager et proposer des mesures fortes pour ces personnes-là en priorité. Pardonnez-moi, mais justement, j'ai posé la question à Oscar Piloquet, c'est quelles mesures concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors concrètement, notre liste, elle propose un revenu municipal garanti pour soutenir les ménages les plus modestes, afin de pouvoir compléter leurs revenus et de leur permettre de vivre dignement.
Ça, c'est une mesure concrète, phare de notre programme. Olivier Toussaint, qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors, on sait que la ville d'Alençon a des atouts exceptionnels. L'environnement, notre patrimoine historique, il faut l'utiliser, il faut que le tourisme soit mis en avant, et il faut une attractivité vraiment qui retrouve la place centrale pour qu'on puisse avoir des commerces qui vivent. Parce que si, malheureusement, l'environnement économique n'est pas là, les commerces sont en difficulté. Mais ça, c'est effectivement dans un idéal. Tout le monde veut que sa ville soit animée, qu'on vive bien. Il faut que ça soit une priorité absolue. On a les contacts avec les organisations professionnelles, patronales, et CCI, etc. Il faut que tout le monde travaille ensemble. On voit que les acteurs d'Alençon ne travaillent pas tous ensemble. Monsieur Garand, vous n'êtes pas le maire sortant, mais vous représentez la majorité sortante. C'est des choses qui ont déjà été peut-être menées pendant le mandat. Qu'est-ce qui a failli? Qu'est-ce qui a manqué? Alors, je pense que d'abord, il y a une attractivité économique sur le territoire. Hein. C'est 127,6, etc. de concentration de l'emploi. Ça veut vraiment dire qu'il y a 127 emplois créés pour 100 personnes susceptibles de les occuper. Ceci étant, les personnes qui sont aujourd'hui en situation d'occuper les emplois n'ont pas les qualifications, les formations pour pouvoir les occuper. Donc il y a nécessairement la recherche de l'adéquation entre les deux. Et puis beaucoup de mes concurrents candidats évoquent des situations, un élément, d'autres, des chiffres. Je crois que la réalité, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. C'est pour ça que au cœur de notre projet, c'est Cœur de Ville 2030 et les assises dès le printemps, mettant tous les acteurs Alain économiques. Galland, qu'est-ce que vous ferez de plus qui n'a pas été fait? Alors, ce qui a fonctionné aujourd'hui dans le Cœur de Ville, c'est des opérations à l'unité. Là, il s'agit de généraliser et de mettre les situations, tous les acteurs autour d'une table pour décider un grand plan d'action. Mais c'est une ville, excusez-moi, mais qui perd des habitants. Oui. On l'a dit. Oui. Mais à la fois, il y a une érosion au du sein nombre d'un d'habitants. département qui en perd 2,5 fois plus par an en rythme annuel. Et comment on fait pour attirer des jeunes? C'est ça la question. Alors, des jeunes, c'est de l'emploi, il y en a, du logement adapté aux personnes, et puis des activités dans lesquelles ils se retrouvent, c'est-à-dire des soutiens à des initiatives. J'entendais des soutiens à des initiatives, il faut soutenir les initiatives. Et comment on les fait revenir une fois qu'ils sont partis faire leurs études dans des grandes villes? Je veux dire, les personnes jeunes, c'est logique qu'ils aient envie de partir du territoire. Le fait d'y revenir, c'est le fait de leur attachement au territoire. Et je crois qu'il y a un lien indéfectible entre le jeune qui est né quelque part et qui veut y revenir. Et on lui offre des conditions d'accueil, notamment d'habitat. Ce qui est intéressant, c'est de vous entendre sur vos propositions. J'insiste, mais les électeurs vont devoir se déterminer en fonction de projets. Bien sûr. C'est qu'est-ce qu'on fait. Sophie Douvry, sur la question de l'attractivité de la ville, de faire, on en parlait à l'instant, de faire revenir des jeunes qui se disent « moi, je vais poser mes valises à Alençon ». Alors concrètement, ce ne sera pas avec des assises, des Grenelles, des colloques, des je ne sais quoi. À chaque fois, ce sont des mots qui brassent un peu de l'air, mais qui produisent rarement de choses. Les jeunes, il faut les attirer en leur proposant des métiers concrets, en travaillant avec eux au quotidien, qu'ils puissent en fait se retrouver dans la ville, fiers de la ville déjà, et qu'ils aient envie d'y fonder une famille. Pourquoi? Parce qu'ils vont y trouver tout ce qui est bon au niveau culturel. Il y a déjà des choses, mais il faut renforcer Anova. Enfin, il n'y a pas que l'économie. Une proposition, je pose la question à tous, mais une proposition pour les jeunes, faire revenir des jeunes. Moi, je veux qu'ils créent un passeport pour les jeunes, un passeport citoyen, de façon à ce que les jeunes s'engagent au niveau de la ville et que cet engagement soit porteur. Plus on s'engage dans une ville et plus on est fier de sa ville. Johnny Lafrenet, vous avez une mesure phare dans votre programme qui est la gratuité des bus pour les moins de 25 ans. Oui, effectivement, nous on pense que, parce que là, vous savez, quand on parle d'attractivité du territoire, d'attractivité de la ville, on est très vite tombé sur le centre-ville. Alors le centre-ville, c'est pas la seule partie, le seul espace de la ville d'Alençon, il y a aussi tous les quartiers, et c'est la question en fait de la circulation entre ces quartiers pour les désenclaver. Il y a des quartiers d'Alençon, notamment Persaigne. Quand on fait du porte-à-porte à Persaigne, on se rend compte que c'est toute une partie de la population alençonnaise qui se sent littéralement enclavée. Donc nous, on pense que la question des mobilités, elle est centrale. Nous, on aborde la question des mobilités déjà comme un droit. C'est un droit qui doit être garanti, qui doit être accompagné et qui doit être gratuit. Nous, ce qu'on propose, c'est un renforcement. Vous savez, la gratuité des transports. Alors, si on est sur une gratuité large, on est sur à peu près 200 000 euros. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de commencer d'abord par les moins de 25 ans et les personnes à revenus modestes.
Je vous vois faire un signe. Non, mais D'accord. Allez-y, j'en prie. Donc effectivement, de renforcer cette gratuité en achetant des bus, ça c'est de l'investissement, avec la gratuité pour pouvoir avoir une meilleure circulation et afin que tous les habitants d'Alençon en fait, puissent bénéficier de l'ensemble des activités proposées dans tous les quartiers. On va continuer, si vous voulez bien, à égrener vos propositions sur différents thèmes. Nous sommes dans l'Orne, dans un département où l'on manque de médecins. C'est une réalité. On a fait plusieurs études récemment en collaboration avec Ouest France notamment. 90% de la population vit dans un désert médical et se soigner est de plus en plus difficile. On va entendre vos propositions, mais écoutez ces réactions. C'est compliqué pour des spécialistes, évidemment. Donc là, après, on va plutôt se tourner vers des grandes villes comme Le Mans ou Caen ou des choses comme ça. Pour les généralistes, moi, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un. Je cherche un kiné, il n'y en a pas. On a une école de kiné à Alençon, mais ceux qui ils s'en vont, les étudiants, ils ne restent pas à Alençon. C'est pas attractif pour les jeunes. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que cet hôpital se réalise pour retrouver un peu d'attractivité. Pour faire un rendez-vous, on téléphone, on nous donne, vous appelez dans un mois, l'agenda est complète. Après, un mois après, on appelle, l'agenda est toujours complète, il faut appeler un mois après. Voilà, c'est ça à Alençon. C'est compliqué la santé ? C'est compliqué la santé, ouais. Oui. Alors c'est compliqué, nous on l'a mesuré aussi en tant que journaliste à Ouest France, on a fait un petit peu le tour des 22 médecins qui sont installés sur le territoire d'Alençon et à la question est-ce que vous prenez des nouveaux patients ? Tout le monde a répondu non. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont vos propositions, Monsieur Piloquet ? Déjà, effectivement, c'est de remettre au cœur de la politique municipale de santé, des actions qu'on peut mener au niveau des collectivités, le personnel soignant. C'est un aspect qui est important. On a trop une focale, selon moi, sur les structures qu'il faudrait créer, mais il faut les remplir. Il y en a des structures qui existent. Bien sûr, elles existent, mais elles ne sont pas toujours remplies. Elles s'appuient sur un personnel qui est vieillissant, qui souvent est d'ailleurs retraité et reprend du service. Donc nous, on veut une vraie politique municipale ambitieuse, déjà pour garder les médecins qui sont en place. Comment vous faites ? Bien sûr, donc on va créer un guichet municipal au niveau des services, municipaux, donc, pour accompagner ces médecins dans les démarches administratives, leur libérer du temps de travail et également ce service municipal le mettre au service en attirant de nouveaux médecins. Donc concrètement, il faut qu'on puisse attirer par un accompagnement, une meilleure intégration des proches. Accompagner, c'est quoi ? Excusez-moi, et donner un chèque justement c'est aux médecins qui voudraient s'installer sur Alençon. C'est-à-dire que nous, les services municipaux, on a une acuité sur les différents aspects, sur la recherche de logement, sur l'intégration des proches aussi, puisqu'il y a les conjoints qui sont à prendre en compte. Il faut qu'on puisse avoir un meilleur accueil et qu'on puisse, en quelque sorte, les mettre en lien aussi avec leurs pairs, avec les autres médecins, car il y a souvent un isolement et des médecins qui partent au bout de 2 ans. Donc il faut Olivier Toussaint, sur cette question justement d'accès aux soins. Je suis un peu spécialiste, je suis pharmacien, je connais bien le sujet. C'est vrai qu'on est un désert médical. Il nous manque à minima 5 médecins. C'est vrai que la problématique est majeure. Il y a des délégations de tâches qui sont faites avec les infirmières, les kinés, les pharmaciens. Déjà, ça marche pas mal. Il y a des cabines de téléconsultation également sur le territoire. Ça, c'est quand même des solutions, mais alternatives. Et malheureusement, les pôles de santé existants, il y a une concurrence entre les pôles. Et on se retrouve souvent avec un manque d'efficacité. Et vous, demain, si vous êtes maire, tout ça va changer ? Alors on espère, mais c'est vrai que le marketing territorial de tous nos atouts pour faire venir des médecins, il y a quand même Et puis on voudrait qu'une loi transpartisane qui avait été proposée par des députés de droite, de gauche, puisse être votée au Parlement pour l'installation des médecins, une incitation à l'installation. Il y a vraiment un problème d'attractivité quand même. C'est pas spécifique à Alençon, mais venir travailler dans l'Orne, c'est pas forcément le premier choix. On avait effectivement fait des études où on avait 90% des habitants qui disaient que l'accès aux soins était pas satisfaisant dans le département. Alain Gallerand, demain, si vous êtes élu maire d'Alençon, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que les structures précèdent l'arrivée des médecins. Les médecins veulent de la pratique coordonnée. Les structures sont désormais là. Depuis 10 ans, 3 PSLA, un centre municipal de santé. Peut-être faut-il le renforcer encore. Ceci étant, l'hôpital, c'est un travail de longue haleine qui a été conduit pour plusieurs années. L'hôpital produira les effets attendus. Ça veut dire que quand il y aura un hôpital de qualité ou un pôle de santé public-privé de qualité, nécessairement des médecins... Hôpital qui est en souffrance, hein. L'hôpital actuel qui est en souffrance, mais il y a un projet d'hôpital avec ouverture 2031, avec un fort soutien de l'État et de la région sur le projet qui inquiète un peu aussi les syndicats, les salariés, sur la baisse du nombre de lits. Alors,
Ah oui, parce qu'en fait, il s'agit Alors- quand même de savoir comment on va faire mieux avec moins. Oui, alors c'est pas tout à fait faire mieux avec moins, c'est comment on coordonne les lits qui sont des lits de long séjour avec des lits de plus court séjour, avec des hospitalisations à la journée. Le programme est équilibré, il est homogène, il est articulé avec la clinique qui est un autre espace de pôle santé. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut faire du marketing territorial. Il faut aussi situer Alençon dans un ensemble, dans la France, mais aussi dans la région. Oui. La région Normandie, c'est la plus déficitaire, quasiment en 3e position, la plus déficitaire de France. Et le département de l'Eure... On a surtout 2 départements, l'Eure et l'Eure, qui sont en queue de classement. Donc ça veut dire que dans un département qui est très ça qui fait le déficitaire classement de la sur le Normandie. sujet, Alençon vit dans un océan de difficultés. Et pour autant, elle a fait des structures et pour autant, elle continuera à avancer. Sophie Louvry, rapidement sur cette question de la santé. Sur cette question de la santé, renforcer le centre municipal de santé, alors ne surtout pas opposer médecine salariée et libérale, le renforcer et notamment travailler sur un service également itinérant. On parle d'Alençon, c'est important, mais il y a toute la communauté urbaine qui souffre aussi et beaucoup ont des problématiques de mobilité. Donc ça fait partie des choses. Alors un parcours, je rejoins aussi, d'accueil des médecins bien sûr, ça fait partie des choses essentielles et accompagner l'hôpital dans les grands changements qui s'opèrent en ce moment. Alors, un des thèmes phares de cette campagne, c'est pas spécifique à Alençon, mais c'est effectivement la question de la sécurité. Faut-il plus ou moins, pas moins, mais combien de caméras de vidéoprotection, combien de policiers municipaux? Ce qu'on a remarqué simplement, c'est que la délinquance a baissé de 17% l'an dernier dans cette ville d'Alençon. Alors, est-ce qu'il faut vraiment une politique volontariste, Oscar Piloquet, sur cette question de la sécurité, qui est un des thèmes phares du Rassemblement national, alors que ça baisse? Alors, moi, je reprends les mots du préfet qui commentait ces chiffres. Il disait que l'Orne est un département faussement calme. C'est encore plus vrai pour la Normandie, enfin pour Alençon, pardon. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Nous, on ne se situe pas uniquement sur une année, mais sur plusieurs années au cours desquelles le cadre de vie, les incivilités se sont accrues. Et c'est pas juste un sentiment, c'est un état de fait. Les Alençonnais sont en première ligne. Qui n'est pas soutenu par les chiffres. Non, mais c'est pas une question de chiffres. Moi, je suis sur le terrain. Je parle avec les gens. Les chiffres qui sont des données factuelles, ça ne nous intéresse pas. Non, pas factuelles. Je ne les nie pas. Je dis qu'ils sont sur un an. Moi, je me situe sur 10, 15 ans. Il y a eu une dégradation. Il faut agir. Et donc, nous, on propose de renforcer la police municipale avec des objectifs pour avoir d'ici le prochain mandat, donc d'ici 7 ans, une police qui soit présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pouvoir renforcer les brigades de nuit dans les lieux sensibles et évidemment aussi renforcer de manière intelligente, comme c'est fait actuellement, la vidéoprotection, mais plus sans doute dans les quartiers. Je dis à Frédé, apparemment, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette sur la proposition. En fait, c'est pas tant une question d'être d'accord ou pas d'accord. Vos confrères de France 2 ont encore fait un reportage il y a une dizaine de jours sur l'inefficacité des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, comme certains et certaines aiment à les appeler. Donc, à un moment, la question est simple, c'est qu'on a autour de la table des personnes qui veulent mettre des centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million d'euros, dans un dispositif dont toutes les études prouvent l'inefficacité. Et après, sur d'autres mesures, on nous demandera où on va chercher l'argent. Nous, c'est vrai que nous proposons de démanteler le réseau de caméras de vidéosurveillance et de réinjecter ces moyens, notamment, je crois que c'est 80 de mémoire, 85 formidable, on se serait passé les 5 dernières, et de réinjecter cet argent, notamment en engageant des médiateurs, médiatrices de proximité, des éducateurs et des éducatrices de proximité, notamment, et de renforcer, de recentrer aussi les missions de la police municipale sur des missions de proximité, d'accompagnement de la population. Alors, plus de caméras de vidéoprotection sur Alençon, ça sert à rien, c'est pas utile. D'ailleurs, le taux d'élucidation, c'est un peu ce que vous dites, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études qui ont été faites, dont certaines commandées par la gendarmerie. Il faudra enlever peut-être les 85 en question. Toujours est-il que, Olivier Toussaint, sur cette question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on élargit les horaires de la police municipale, aux soirées et aux week-ends, avec quelques policiers municipaux supplémentaires pour répondre à la demande. On a installé des caméras de vidéoprotection sur le quartier de Montsort et sur le quartier de Saint-Léonard, autrefois paisibles, qui sont dégradés. Et puis sur le trafic, on va peut-être en parler. Il s'est ubérisé, il touche tous les quartiers de la ville. Il faudra absolument que ça soit le consommateur avec un projet de santé qui puisse être mis sur le devant de la scène et également de la prévention pour ce problème. Et j'ai lu que 400 personnes avaient été poursuivies l'an dernier pour des trafics de drogue, effectivement, sur Alençon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors,
Désolée, je rappelle juste un chiffre parce que j'ai entendu le démarrage, 17% en moins d'après le préfet, mais on est parti de très haut. Rappelons qu'en 2021, il y a un observatoire des délits qui rappelait qu'on était 251e sur 300 villes de plus de, je crois que c'était 15 000 habitants, et on est passé en 2024 à la 24e place. Est-ce qu'on peut comparer les chiffres de 2021 qui sont à la sortie du Covid avec des chiffres de 2024 On était 251e et là on est passé à la 24e place. C'est pareil pour toutes les villes de France. Donc ça veut dire qu'on a eu un accroissement bien plus rapide, donc la baisse de 17%. Il faut rappeler quand même qu'on avait eu aussi un accroissement très très rapide ces dernières années. Concrètement, puisque ça va être la question de M. Beignet, pour nous 18 policiers municipaux, c'est à peu près la moyenne qu'il faudrait d'après nos calculs. Surtout tolérance zéro sur les incivilités, tout ce qui est rodéo urbain, sur les déchets sauvages et toutes ces questions. Juste en 10 secondes, Alain Gallerand, vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on sépare la tranquillité de la sécurité. La sécurité, c'est l'État, la tranquillité appartient à la collectivité. La collectivité a déjà agi avec des bénéfices que vous citiez, moins 17%. C'est un continuum de tranquillité. Des éducateurs présents dans la rue, des médiateurs, des ASVP, des polices municipaux. Nous n'augmenterons pas à ce stade le nombre de policiers municipaux. Alors, vous êtes 6 sur la ligne de départ pour ce premier tour des élections municipales à Alençon. On va écouter Michel Génois qui se revendique comme un candidat hors parti. Il est d'ailleurs maire d'un petit village de 170 habitants, La Roche-Mabille. On l'écoute. Je n'ai pas d'étiquette politique. Je suis un candidat libre. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique et ça me permet aussi d'avoir une certaine liberté. Dans mon programme, c'est la santé que j'ai mis en priorité numéro 1. Un nombre très important en fait d'habitants n'ont pas de médecins généralistes. Donc dans mon programme, c'est d'essayer de trouver des solutions, d'apporter des solutions et aussi accompagner au recrutement des médecins. Dans mon programme, en fait, je propose d'augmenter la vidéoprotection. Ce qu'on veut, c'est une ville sûre où les personnes peuvent circuler librement et accéder au commerce librement. Il est également prévu dans le programme d'augmenter les effectifs de police municipale en mettant en place une couverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et une police qui soit armée. Et quand je dis armée, c'est formée et armée. Voilà, vous êtes 6 sur la ligne de départ, je le disais, pour ce premier tour des municipales sur Alençon. On découvre tous les noms de ces candidats. On arrive aux dernières minutes, aux dernières secondes de ce débat. Alain Gallerand, que souhaitez-vous dire aux Alençonnais ce soir ? Aux Alençonnaises et aux Alençonnais, je leur dis que je serai le maire qui les écoutera toujours, qui dialoguera, qui expliquera et qui saura faire la part des choses entre ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut re-questionner et qui a aussi une vision stratégique pour le devenir de la ville. Johnny Lafresnaye, quel maire d'Alençon serez-vous si vous êtes élu ? En fait, un maire, ce n'est pas quelqu'un qui travaille seul, c'est quelqu'un qui travaille avec un conseil municipal et aussi avec toutes les forces vives de la ville. Nous, on a tout un axe dans notre projet autour de la démocratie participative, de la consultation des citoyens et des citoyennes, des outils qu'on leur donnera comme les référendums d'initiative citoyenne et les pétitions citoyennes, mais également, et je finis rapidement, avec des grands débats organisés sur tous les grands projets de la mandature. Il faut faire avec les Alençonnais et Alençonnaises, pour elles et eux. Oscar Piloquet. Moi, je vais être le maire qui propose à Alençon une nouvelle dynamique. Un maire qui, effectivement, rassemble les forces vives, qui soit un maire de projets qui aboutissent, pas de projets qui sont abandonnés. Et à ce titre, voilà, mon objectif, c'est de redresser Alençon et d'en faire une ville où il fait bon vivre, dans le classement, mais aussi concrètement. Olivier Toussaint ? Je serai un maire facilitateur pour simplifier et développer tous les projets. Je serai un maire de terrain, comme je suis actuellement un habitant de terrain. Et je serai un maire d'action et un maire proche de mes habitants. Et Sophie Douvry, pour conclure cette émission. Alors je pense être déjà reconnue pour ma proximité, donc bien sûr toujours être à l'écoute des habitants et un équilibre entre la bienveillance mais également l'autorité nécessaire pour redresser notre ville et lui donner un cap certain. Voilà.
Eh bien, on terminera par ça. Merci à tous les 5 et merci également à Michel Génois qui a répondu à nos questions en amont de ce débat. On suivra ces résultats sur notre antenne et dans les colonnes de Ouest France dimanche prochain. C'est une grande soirée qui se prépare. Merci Delphine de nous avoir accompagnés. Merci, avec plaisir. Merci. Compte rendu sur les réseaux sociaux ou dans les pages de Ouest France demain. Oui, et puis la campagne continue encore, donc achetez la presse. Merci. On se retrouvera, nous, mercredi soir à partir de 18h15 pour le dernier débat avant ce premier tour des élections. Ça sera sur Caen avec les candidats sur cette ville de Caen. Rendez-vous à 18h15 mercredi soir. Bonne soirée à vous tous. Dans un instant, le journal régional.